À l'occasion du voyage du pape Benoît XVI en Croatie, les 4 et 5 juin, Église du Monde vous emmène dans ce pays à l'identité catholique forte, affirmée et très attachée au pape. C'est l'histoire qui veut ça, l'histoire très ancienne, l'histoire contemporaine aussi et l'histoire très récente. Car après l'indépendance de 1991, l'Église catholique a joué un rôle social majeur en Croatie. Un homme a vécu de très près ces années-là. Il était ambassadeur de France à Zagreb, le premier ambassadeur de la France à Zagreb. Il s'appelle Georges-Marie Chenu et c'est notre invité d'Église du Monde. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, vous avez été ambassadeur de France à Zagreb jusqu'en 94, de l'indépendance, la reconnaissance d'indépendance jusqu'à 94. Auparavant, vous étiez ambassadeur de France à Lomé, on peut le dire. Exactement, aussi, oui. Hein, de 85 à 90. Mais avant d'être ambassadeur, j'avais été responsable des observateurs français depuis juillet 91 jusqu'à décembre 91. Je dirigeais l'élément français de la mission européenne d'application des accords de suspension des combats de Briouni. Donc, si vous voulez, j'ai vu deux formes de guerre. La guerre, si vous voulez, non déclarée, et la guerre une fois admise, avec occupation des territoires de la Croatie. Alors la Croatie, justement, on va en parler durant toute cette émission, et notamment en lien avec ce voyage du pape Benoît XVI. J'aurais aimé tout d'abord que vous nous parliez de cette église catholique en Croatie que vous avez vue juste après l'indépendance, pendant les quelques années où vous avez été ambassadeur. Quel genre d'église vous avez vu? Quel était son rôle juste après l'indépendance? C'est assez difficile de parler de l'Église après l'indépendance parce qu'en fait, vous avez une transition très importante qui a été l'indépendance du déclenchement de la guerre, c'est-à-dire dès juillet 91. En fait, la guerre a commencé en août 90 avec l'autonomie, la demande d'autonomie des territoires dits des Krajina, occupés certaines majoritairement par les Serbes. Cette Église a été pendant un an un exemple extraordinaire de solidarité, d'aide, et elle a véritablement fait en sorte que 400 000 réfugiés et déplacés, 300 000 venant de Croatie les déplacés, et les réfugiés venant de Bosnie-Herzégovine soient accueillis dans des conditions humaines, et ça a été très difficile. Figurez-vous que sur un budget de 4 milliards 400 millions, 4 milliards de dollars, 1,6 milliard était utilisé pour entretenir les réfugiés et les déplacés. Et c'est la Caritas locale qui a pris ça en charge, aidée par les Caritas allemandes, italiennes et autrichiennes, et surtout tout ça dynamisé par le cardinal Kurajic, qui était un homme absolument extraordinaire, écuménique, pacifique, scandalisé par le viol utilisé comme une arme pour essayer de détruire certaines communautés, et qui en même temps a eu une prescience. Les derniers mots qu'il a prononcés avant de partir, ça a été « Vous faites attention, pensez aux victimes des autres, pensez à l'histoire d'une façon réfléchie et rappelez-vous que vous aussi vous avez fait des fautes. » Alors ça, c'est l'Église, je vais dire, de la guerre. Que vous avez rencontré. Quand j'étais observateur. Et puis alors après, c'était l'Église. Quand le cardinal Kurajic est passé, il a passé la main à Monseigneur Bozanic. Et à ce moment-là, c'est une Église tout à fait différente. Ce n'est pas l'Église qui avait à défendre la liberté religieuse, étant du communisme, et en même temps défendre la spécificité croate en face de la grande Serbie que voulait imposer Slobodan Milosevic, mais c'était l'Église qui voulait vivre le Vatican. Avec des données d'ailleurs de base formidables. Figurez-vous qu'à peu près 4... Qui voulait vivre le Vatican, c'est-à-dire vivre la révolution de Vatican II. Le Vatican II. C'est-à-dire une église qui devenait, d'une église, si vous voulez, protecteur des valeurs nationales, voulait vivre Vatican II. D'accord. Or, avec des données de base très positives, à peu près 89% de la population, 4 400 000, se déclarent comme catholiques. Avec un prêtre pour 1700 habitants. 425 jeunes séminaristes ou étudiants en théologie se préparent sans doute pour accéder, font aussi des études pour accéder au sacerdoce. Vous avez à peu près 1000 moines, 3000 bonnes sœurs, et vous avez 2357 prêtres, et vous avez 140 missionnaires. Et vous avez l'éducation religieuse est suivie à 80% dans les classes primaires, 60% dans les classes secondaires. Ce qui ne veut pas dire que c'est automatiquement un engagement spirituel. Car dans cette région d'Europe, et c'est ça ce qui différencie de la partie occidentale d'Europe, la religion est un marqueur
un marqueur social, historique et j'allais dire culturel. Alors, j'aurais aimé qu'on revienne sur la période avant l'indépendance et pendant toute cette période, j'allais dire, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à cette indépendance de 91, avec cette période du titisme. On imagine pour que, après l'indépendance ou au cours de l'indépendance, l'Église ait cette force-là, qu'elle a dû résister de manière assez forte au régime de Tito. Comment elle a vécu concrètement? Il y a une partie qui a collaboré à ce régime ou elle a tout Bien entièrement sûr. résisté? Il y a eu des collaborateurs, ne serait-ce que pour pouvoir vivre. C'était impossible d'avoir un emploi un peu important si vous n'étiez pas membre du Parti communiste. Maintenant, adhésion réelle ou adhésion fictive, il doit vous dire que la transition, la différence était faible. Simplement parce que les Croates, la Croatie est un vieux pays catholique. Les premières évangélisations datent de 250 et du temps de l'arrivée des Slaves vers le 600 et quelques, c'est en 641 que les Slaves ont été évangélisés. Et en plus, une spécificité de l'Église catholique, c'était la seule Église qui avait le droit d'utiliser le slavon et la langue glagolitique, l'alphabet glagolitique. C'est un alphabet qui est assez proche, si vous voulez, de l'alphabet qu'on pourrait appeler grec, enfin, qui allait devenir plus tard un alphabet grec avec des transformations. Figurez-vous que l'évangiliaire, sur lesquels les rois de France prêtaient serment, comporte une partie qui est en glagolitique. Ce qui paraît absolument invraisemblable. À Reims, vous avez, dans l'évangiliaire qui servait pour la cérémonie du sacre, un passage de l'évangile, je crois que c'est l'évangile de Saint Jean, qui est en slavon et écrit dans cet alphabet glagolitique. C'est vous dire si les racines religieuses sont profondes, puisqu'il fallait, pour en quelque sorte, c'est au temps de Charlemagne sans doute que le texte a été donné à la France, il fallait que vraiment la Croatie soit une espèce de référence religieuse pour qu'on aille chercher un document et que ce document soit réservé pour une cérémonie aussi importante que l'adoubement d'un roi. Alors, une des figures marquantes de l'Église catholique en Croatie, ça a été le cardinal Stepinac, archevêque de Zagreb lors de notamment la Seconde Guerre mondiale. Le cardinal Stepinac qui a été béatifié en 98 par Jean-Paul II lors l'un de ses voyages en Croatie. Le deuxième. 52 ans après avoir été condamné par le régime de Tito. En 1946. En 1946. Il était originellement condamné à 16 ans de prison. Lors d'un procès spectacle, il était déclaré coupable de haute trahison et finalement de collaboration avec le régime Oustachi, pro-nazi. Alors, Georges-Marie Chenu, dites-nous, le cardinal Stepinac, à la fois béatifié, à la fois condamné par le régime, béatifié par l'Église et condamné par le régime de Tito, qui était-il? C'était en résumé un collabo pro-nazi ou un martyr, en effet, du titisme? Là, c'est un des stéréotypes sur lesquels il faut absolument revenir parce qu'on déforme complètement la réalité si on le maintient. D'une part, il a été condamné parce qu'il a refusé de créer une église catholique qui ne serait pas liée à Rome. Après la Seconde Guerre mondiale. Exactement. C'est-à-dire que Tito voulait en faire une église. Tito voulait en faire exactement comme l'église orthodoxe serbe, c'est-à-dire n'ayant une indépendance très très lâche vis-à-vis du patriarcat de Constantinople. L'église nationale. Exactement. Sous la coupe du régime. La deuxième chose, il a eu des déclarations très dures contre le communisme avant même que Tito ne gagne. Et troisièmement, et c'est la partie, on a dit qu'il était, et les accusations sont en grande partie sur les témoignages qui étaient faux, dit qu'il était raciste. Or, je vais vous lire quelque chose. Le 13 mai, Ante Pavelić est arrivé au pouvoir en avril 1941. Le 13 mai, donc 41. Le 13 mai 1941, il y a un massacre épouvantable à Glina, où des Serbes sont brûlés dans une église orthodoxe. Le lendemain, par le régime Ustashi. Le lendemain, le 14, le Stepinac envoie une lettre à Pavelić pour dire que c'est scandaleux. Oui. Autre chose, il a protesté contre la législation raciste. Et lorsque on a imposé l'étoile jaune sur tous les juifs devaient porter un signe distinctif. Donc, les prêtres et les bonnes sœurs, qui étaient d'origine juive, devaient aussi. Le Pavelić a demandé à ce que les prêtres et les bonnes sœurs en soient exemptés. Pavelić a exigé, au contraire, qu'elle le porte, car c'est une fierté d'appartenir à la judéité comme le Christ. Et alors, vous vouliez nous lire quelque chose? Le 25 octobre 1941, dans la cathédrale de Zagreb, Stepinac a déclaré en face de toutes, c'était la fête du Christ roi. L'église était pleine. Il y avait aussi les officiers allemands.
on ne peut pas exterminer les Tziganes ou les Juifs parce qu'on les considère comme appartenant à une race inférieure. C'est clair. Pourquoi alors il y a eu cette polémique au moment il fallait où monter, mais c'est comme tous les procès communistes, c'était monter toute pièce. Exactement, réécriture de l'histoire. Il fallait absolument montrer qu'il était... Alors, il y a une chose en effet qu'on n'a pas très bien compris. Le cardinal Stépinac n'a jamais soutenu l'Oustachia. Par contre, il était en faveur d'une Croatie indépendante. Pourquoi? Parce que depuis 1919 jusqu'à 1941, la Croatie avait vécu une période très difficile. Le régime, la Yougoslavie, était sous la domination des Karađorđević, qui était centralisateur, ne tenait pas compte des particularités de la Croatie. L'Église orthodoxe était très dure. Elle essayait même de faire du prosélytisme, et la police et la gendarmerie serbe a été d'une brutalité incroyable en Croatie. Donc, pour la conclusion, de 80% de la population croate, c'était « il faut que nous soyons indépendants ». Simplement, il n'imaginait absolument pas du tout que Pavelić était l'horrible bonhomme qu'il a été. Alors, cette fois-ci, avec le voyage du pape Benoît XVI, avant le voyage, en tout cas, il n'y a pas de polémique, et Benoît XVI ira se recueillir sur la tombe du cardinal Stépinac. La Croatie attendait visiblement ce voyage avec un réel enthousiasme. C'est en tout cas ce qu'a pu constater Marc Gidara, professeur de droit à l'université de Paris II et à l'université de Zagreb. Il est revenu vendredi dernier de Croatie. Sibylle Delettre lui a demandé ses impressions à son retour. On l'écoute. J'étais agréablement surpris de voir de grandes affiches avec la photo du pape. Les gens attendent cette visite, l'espèrent. Jean-Paul II les a beaucoup gâtés en venant à plusieurs reprises en Croatie, à une époque difficile. Et je crois que le pape actuel sera le bienvenu, parce que la Croatie n'est pas sortie des périodes difficiles. La Croatie, c'est un des pays des Balkans ou de l'ex-Yougoslavie qui est peut-être le moins soutenu diplomatiquement en Europe. Précisément, les Croates voient dans le pape actuel et dans le Vatican en général, en tant qu'État, un allié diplomatique, un soutien moral. Et puis, je dois avouer que dans cette période de crise économique et financière, l'ambiance est assez morose. Il y a un chômage important, les jeunes arrivent difficilement à trouver un emploi, et même quand ils sont diplômés, et donc ils ont besoin d'un encouragement extérieur, d'un signe de soutien. Et le pape est attendu aussi dans ce domaine-là, soutien moral. L'identité croate, elle est très ancienne. Les Croates sont venus dans ces régions des Balkans. Enfin, en réalité, les Croates ne se considèrent pas comme des Balkaniques. Ce sont des Méditerranéens. Ils ont partagé l'histoire de l'Europe centrale, du monde méditerranéen et du monde chrétien, du monde catholique. Donc, ils ne se considèrent pas comme balkaniques. Ils veulent bien qu'on dise qu'ils sont à l'ouest des Balkans, mais ils refusent de constituer le Balkan de l'Ouest. Depuis qu'ils sont christianisés, les Croates, depuis le 8e siècle, donc assez vite, ils ont toujours été très attachés à la papauté. Toujours. Et c'est peut-être ce qu'on leur reprochait dans l'histoire, d'être trop papiste et d'être un peu trop catholique. Et à cette époque, on aurait bien voulu qu'ils soient un peu schismatiques, s'ils pouvaient, par solidarité avec d'autres Slaves de la région. Mais ça n'a jamais marché. Voilà, c'était Marc Gidara, professeur de droit à l'université de Paris II et à l'université de Zagreb. Georges-Marie Chenu, quel est aujourd'hui l'état de la Croatie qui va accueillir Benoît XVI? Marc Gidara nous en a donné quelques pistes. Mais vous, votre sentiment à vous, la Croatie va bien, va pas bien? La Croatie va mal. La Croatie va mal parce que elle a suivi au fond toute une série d'évolutions qui sont très difficiles. Passer du communisme à l'économie libérale, ce n'est pas facile. Passer de la guerre à la paix, ce n'est pas facile. Passer d'une église qui défendait en quelque sorte la spécificité croate à une église qui essaie de s'adapter à Vatican, ce n'est pas facile non plus. Et en même temps, elle n'a pas été aidée par l'Europe au moment où elle a été attaquée, elle a été agressée. Elle en veut beaucoup à l'Europe. Et l'Europe n'a pas su comprendre ces problèmes, parce qu'on ignore pratiquement tout de l'histoire. Et en même temps, il y a eu deux accrochages
Un accrochage très important, c'est avec le tribunal pénal international, le problème de la guerre juste. Certains croates, et pardon, certains membres de l'Église, disant à juste raison que c'est une guerre juste, puisqu'il y a une guerre de défense. Ils ont été agressés par des forces ou des paramilitaires venant de Serbie. Ils pensaient que parce que c'était une guerre juste, tous les actes, il ne pouvait pas y avoir de crimes commis. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a les conventions internationales qu'il faut bien appliquer. Et beaucoup de Croates, et même des membres de l'Église, n'ont pas voulu donner l'impression qu'ils ne voulaient pas que certaines des personnes qui étaient poursuivies par le TPI soient livrées, à commencer par le général Gotovinac. Et l'Église, alors vous en parliez, l'Église a amorcé, à mon avis, une remarquable distance par rapport aux autorités. Le cardinal Bozanic, qui est cardinal maintenant, a un franc-parler vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des autorités. Il leur reproche une trop grande concentration du pouvoir, il leur reproche des écarts de richesse beaucoup trop importants, il leur reproche en même temps d'avoir ce qu'on appelle des structures qui sont indignes des hommes, c'est-à-dire un non-respect de certaines minorités ou le respect insuffisant, je dirais plutôt, et en même temps une conception un peu verticale de la notion d'autorité dans les entreprises et une notion un peu, j'allais dire, il y a une énorme corruption. La notion, ça c'est les résultats du communisme, et en ce domaine-là, le cardinal Bozanic a fait des remarques très pertinentes et très dures à l'égard des autorités qui, visiblement, ne s'en souciaient pas. Alors il y a deux domaines dans lesquels ça ne marche pas du tout. Le problème du TPY, oui. Et le deuxième, c'est que faire introduire les laïcs dans une église qui a été vraiment qui a tellement soutenu, si vous voulez, la spécificité croate qu'elle est devenue en quelque sorte une institution, c'est très difficile. Alors, on peut aussi parler des familles, parce que Benoît XVI, il vient d'abord à l'origine en Croatie pour cette rencontre nationale des familles catholiques croates. En gros, quel est l'état des familles aujourd'hui en Croatie ? Eh bien, écoutez, la Croatie, comme tous les pays de l'Est, sont frappés par quoi ? Frappés par la société de consommation et par une certaine conception de la liberté, que j'appellerais le libéralisme. Vous avez à peu près, sur 5 mariages, vous avez un divorce. Vous avez un taux de natalité qui est très très faible, c'est à peu près, je crois, 1,3 et vous avez une attitude à l'égard de l'autorité en général, des biens publics, qui n'est pas conforme à ce qu'était, si vous voulez, la tradition d'autrefois. Mais il semble qu'il y ait, en particulier dans la société civile, un effort pour essayer de redresser, et en particulier certains secteurs catholiques, surtout de Zagreb et de Split, voudraient lancer en Croatie quelque chose qui ressemble aux semaines sociales de France, de façon à faire comprendre que l'avenir de la Croatie dépend non pas de l'extérieur, que ce soit le Vatican ou que ce soit simplement les membres de l'Union, de la communauté européenne, mais c'est d'eux-mêmes. La communauté de Thésée a organisé en 2006 l'une de ces rencontres assez fameuses, une rencontre internationale à Zagreb. Communauté de Thésée qui, on le sait, est portée par un souci d'œcuménisme, notamment entre orthodoxes et catholiques. Honnêtement, aujourd'hui, quelles sont les relations possibles entre les catholiques croates, les orthodoxes serbes et même dans le domaine interreligieux avec les musulmans bosniaques ? C'est là un des domaines dans lequel le cardinal Bozanic n'a pas tout à fait réussi. Lui-même s'est engagé. Oui. Dans l'écuménisme. Il a été lui-même à Zagreb, aller voir le patriarche Pavle, le nouveau maintenant c'est Irénée, vous savez, Pavle est mort, et il a entrepris des dialogues qui ne plaisent pas tellement à la population. Et là, véritablement, il n'est pas suivi par l'ensemble de l'Église comme il le souhaiterait. C'est là où son Église Vatican II n'arrive pas, si vous voulez, en quelque sorte, à sortir d'un passé dans lequel l'Église était institutionnelle et qu'elle avait en face d'elle, non pas des partenaires dans le Christ, mais quasiment des adversaires. Alors, la visite de Benoît XVI en Croatie devrait aussi encourager le peuple croate à s'engager sur la voie de l'Union européenne. C'est en tout cas ce que souligne le cardinal Bozanic, actuel archevêque de Zagreb. On l'écoute. On ne peut pas dire que tout ce qui s'est fait sur le continent européen est en cohérence avec la vision et l'éthique chrétienne.
uvijek u skladu sa kršćanskom etikom i kršćanskom vjerom. Međutim, Mais nous sommes en Europe, nous vivons sur le continent européen. živimo u evropskom kontinentu, mi jesmo dio Europe. Et je peux dire aussi que notre pays, avec sa complexité politique et économique propre, est déjà sous l'influence de l'Union européenne. Već sada pod velikim utjecajem Evropske unije. I to samo pod jednim vidom. Mais seulement à un certain degré. Kad dođe do toga da Or, postane quand nous serons entrés à part entière dans l'Europe, nous aurons de nouvelles possibilités que nous n'avons pas actuellement. mogućnosti koje sada nemamo, ali upravo nemamo mogućnosti, a trebamo slušati. Aujourd'hui, nous devons écouter. Papa potiče Mais le pape nous encourage, nous comme chrétiens, Église et fidèles, à manifester ce que nous sommes, à promouvoir les principes chrétiens, à reconnaître que nos racines sont chrétiennes et que la croix a aussi sa place dans notre pays. se ne bojimo priznati da su naši korijeni kršćanski, da križ ima mjesta u našoj zemlji. Georges-Marie Chenu, quel rôle peut jouer la Croatie dans l'Union européenne? À mon avis, d'abord, le premier rôle, c'est de l'histoire. Rappeler que l'histoire de l'Europe, ce n'est pas simplement l'histoire de l'Europe occidentale ou centrale, mais c'est aussi l'histoire de l'Europe, ce qu'on appelle des Balkans occidentaux. C'est très important, oui, étant donné qu'actuellement la Turquie prend l'importance que vous savez sur le plan géopolitique. La deuxième chose, c'est qu'un pays qui a connu une histoire dans certaines qui est vraiment comparable à celle de la Pologne, c'est-à-dire une histoire très dure, est capable de rebondir dès lors qu'il prend des valeurs de base qui grandissent l'homme. Or, je crois qu'en ce domaine, les Croates sont capables de rappeler un certain nombre de principes, en particulier celui de la vérité. On est chrétien, on le dit, et c'est autour de ce thème du christianisme qu'on essaie d'édifier une société, à la fois la société politique, la société économique et la société familiale. Alors c'est d'ailleurs justement ce que Benoît XVI a rappelé quand il a reçu le nouvel ambassadeur de Croatie au Vatican, Philippe Vučák. C'était en avril dernier. Il expliquait qu'en entrant dans l'Union européenne, votre pays, il s'adressait donc à la Croatie, ne sera pas uniquement récipiendaire d'un système économique et juridique qui a ses avantages et ses limites, mais il pourra également apporter une contribution propre et typiquement croate. Et il a fait référence notamment aux racines religieuses chrétiennes. Ça vous semble important, vous, aujourd'hui? Très important. Et ce qui est très important dans l'Europe, qui est quasiment dirigée par les grands pays, qu'on écoute un peu plus les petits pays qui ont beaucoup de choses à nous dire, au point de vue humain, au point de vue historique, et surtout dans la façon d'envisager la vie des autres. Car nous devons être multiples, ce qui suppose qu'on respecte les sensibilités des autres. Or, on a tendance, si vous voulez, à ramener en Europe, plus ou moins, la vie de l'Européen à un schéma anglo-saxon, ou américain, si vous voulez. Or, l'Europe est beaucoup plus riche que le modèle anglo-saxon. Sauf qu'aujourd'hui, les Croates sont plus si vraiment enthousiastes à l'idée d'intégrer l'Union européenne. Il est fort possible qu'à la fin de l'année, les 27 autorisent l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, mais il n'est pas certain que lors du référendum, à cause des sanctions très dures du tribunal pénal international à l'égard en particulier du général Gotovac, et parce que à cause de la méfiance au fait que les schémas négatifs collent encore, si vous voulez, j'allais dire, à la langue des autres partenaires qui voient quand ils parlent les Croates, ils ont l'impression qu'ils voient des oustachas, ce qui était faux. On a fait les calculs, et c'est des historiens, je vous parle là, en faisant référence à des historiens comme Ivan Banac, qui est un remarquable historien, il n'y a pas eu plus de 85 000 oustachés en Croatie du temps de Pavelić, mais qui ont fait un travail épouvantable. Et notamment sur l'image de la Croatie. Oui. Il nous reste moins d'une minute dans cette émission. C'est quoi pour vous, s'il y avait un enjeu à retenir pour la Croatie dans les années qui viennent, ce serait lequel? Faire des enfants. Faire des enfants, oui. La natalité, c'est un pays vieillissant. La natalité, c'est fondamental. Car ils ont... j'ai connu un certain nombre de familles croates, je sais combien ils s'attachent aux enfants, et le fait que les jeunes
partent actuellement parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi vont dans la deuxième Croatie, celle de la diaspora. Il y a 2 millions de Croates en dehors des 4 400 000 qui vivent en Croatie. C'est à mon avis quelque chose de... C'est une perte à la fois pour la Croatie, pour son dynamisme, c'est une perte pour la famille en général, et la famille croate, et c'est une perte pour l'Europe. Très bien, merci beaucoup Georges-Marie Chenu d'avoir éclairé sur cette situation de la Croatie à l'occasion de ce voyage du pape Benoît XVI en Croatie pour 2 jours, le 4 et 5 juin. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de la France à Zagreb, le premier ambassadeur même de la France en Croatie après l'indépendance. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette émission et merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition d'Église du Monde. À bientôt.